Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour un sujet autour de Java. Je vois que Java intéresse toujours les gens, c'est toujours sympa. Cette année à Devoxx, le thème c'est évolution, voire révolution. C'est peut-être le cas en ce moment avec Java, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc j'ai intitulé ma session après Java 8, Java 9 et 10. On a Java 8 actuellement qui nous a offert un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, les lambdas, les références de méthode, une approche fonctionnelle avec les streams et les collectors, l'API datetime qu'on a mis un certain temps pour avoir enfin une API pour gérer un petit peu proprement les données temporelles, la classe optionnelle. Bon, elle est un peu controversée, mais elle est là quand même. Le compatible features, le remplacement de la permgen par le metaspace. Donc on a vraiment un certain nombre de choses. Plus maintenant la possibilité de mettre quand même du code dans les interfaces après 20 ans où on ne pouvait pas. Donc il y a pas mal de choses qui ont été vraiment intéressantes en Java 8. Plus d'autres choses. Et finalement, pour parodier un président américain notamment, on peut vraiment se demander si Java 8 n'a pas rendu Java great again. D'accord ? Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un engouement pour Java 8. Hein. C'est indéniable, on regarde sur le web. Et puis peut-être un indicateur qui peut être intéressant, c'est le TOB. Le TOB, parce que quand on regarde, Java a été le langage de l'année en 2005 et il l'est redevenu en 2015 grâce à Java 8. Mais voilà, Java 8 a été diffusé il y a 4 ans maintenant. C'était en mars 2014. Et depuis, on a Java 9. Alors Java 9, assez bizarrement, on passe d'une version peut-être la plus appréciée de Java à la version probablement la plus controversée. Peut-être que le summum de ça, c'est qu'effectivement, c'est la première fois que l'executive committee du JCP a voté non. Alors c'était une petite révolution, hein. Bon, ça n'a pas empêché Java 9 de sortir, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu polémiques dans Java 9. Essentiellement pourquoi ? Parce que ça introduit des changements majeurs. Et tout en tentant quand même d'offrir une certaine compatibilité pour que on continue à exécuter notre code en Java 9. Java 9 a été diffusé en septembre 2017, donc c'est assez récent, il y a un petit peu plus de 6 mois, il y a déjà eu 2 updates. Dans les fonctionnalités de Java 9, bien sûr, on a le système de modules, JPMS, implémenté dans le projet de Jigsaw, qui introduit une vraie rupture. Une vraie rupture sur un certain nombre de choses, alors c'était probablement nécessaire pour un certain nombre de raisons. Et puis aussi, quelque part, et ça va être un peu le sujet de mon talk, un certain mode de compatibilité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rendre tout modulaire directement du premier coup. Donc il va y avoir une étape un petit peu de migration. C'est quand même une version assez importante de Java. Il y a 89 JEP, donc il y a vraiment un certain nombre de choses. Alors des petites évolutions mineures dans le langage, un certain nombre d'API qui ont été ajoutés, pas forcément révolutionnaires, mais qui peuvent être sympas. Des outils aussi, on va y revenir. Et puis, comme toute version de Java, des évolutions dans la JVM. Et puis en parallèle de ça, Oracle nous a annoncé un nouveau modèle de release, où on va avoir maintenant 2 releases majeures de Java par an. C'est quand même un changement très important par rapport à ce qu'on a pu connaître, à date fixe, au mois de mars, au mois de septembre, au travers de l'OpenJDK. Du coup, après Java 9, qui est déjà sorti, on a Java 10 qui est sorti au mois de mars, et on va avoir Java 11 au mois de septembre. Donc le rythme évolue vraiment très rapidement maintenant. Et puis en parallèle de ça, Oracle nous propose aussi un modèle dit LTS, Long Time Support, qui va prendre une version à partir de Java 11, et tous les 3 ans, il y aura une version estampillée Java S pour les clients. On va revenir là-dessus. Et du coup, Java 9 n'est pas LTS et Java 10 non plus. Et donc, en application de ce nouveau modèle, on a Java 10 qui est arrivé il y a un mois exactement, au mois de mars, le 20 mars précisément. Alors forcément, 2 conséquences par rapport à ça. La première, c'est qu'on est sur une durée de release beaucoup plus réduite. Donc le nombre de fonctionnalités proposées va être forcément réduit. On n'a que 12 JEP, dont une vraiment utile, on en parlera un petit peu à la fin, plus des évolutions dans les API existantes. Et puis, et ça c'est peut-être plus important, c'est une seconde conséquence, c'est que Java 9, à l'heure d'aujourd'hui, est quasiment pas utilisé, il est déjà obsolète. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous dites on va passer à Java 9, il faut tout de suite maintenant passer à Java 10. Alors ça c'était l'introduction, je suis Jean-Michel Doudou, je suis CTO du groupe Oxiane et d'Oxiane Luxembourg, puisque je travaille à Luxembourg. J'ai écrit quelques petits livres et j'ai quelques activités qui fait qu'il y a quelques années j'ai été élu Java champion. Alors de quoi on va parler ? Des a priori sur Java 9, des avantages de Java 9, parce qu'il y a quand même des avantages, de faire un petit état des lieux avant migration, de voir différentes stratégies qu'on peut appliquer pour la migration, de voir des fonctionnalités pour nous faciliter cette migration, parce qu'elle va être assez compliquée, certaines difficultés qui seront inévitables, auxquelles il faudra faire face, on verra les principales en tout cas, et puis on parlera un petit peu de Java 10. Alors, dans les a priori sur Java 10,
On entend beaucoup de choses, notamment que le class pass est remplacé par le module pass. C'est pas vrai. Les deux cohabitent. En tout cas pour une période, à mon avis, assez longue, mais on a les deux. On a aussi le code d'une application doit être modularisé. Non. Même si quelque part, ça sera l'objectif à terme. Alors un terme plus ou moins long, mais alors d'aujourd'hui, on peut très bien exécuter du code qui n'est pas modulaire dans la JVM, et c'est là justement que ce mode de compatibilité intervient. On entend aussi beaucoup parler de la classe unsafe qui est retirée, elle ne l'est pas. Alors c'est un objectif, mais alors d'aujourd'hui, en attendant des solutions de remplacement de certaines fonctionnalités, elle est encore là. On a une application Java 8 qui compile en Java 9. Ah, là ça dépend. Ça dépend et on verra pourquoi dans les difficultés. De la même manière, une application Java 8 s'exécute en Java 9. Là c'est pareil. Vu qu'on a peut-être des difficultés à la compiler, on va peut-être avoir du mal de l'exécuter. Et puis, la majorité du code existant n'aura pas besoin d'être modifié. Là, oui, il y aura probablement des modifs à faire, mais il n'y aura pas à changer l'intégralité du code ou beaucoup de choses dans le code. Alors, si on regarde un petit peu les avantages de Java 9 rapidement, bon, on a quelques petites améliorations dans la syntaxe, rien de révolutionnaire. On peut mettre des méthodes privées dans les interfaces pour favoriser l'encapsulation. On peut utiliser maintenant les variables effectivement finales dans un try with resources pour éviter d'avoir à redéfinir une nouvelle variable qui sera gérée par le try with resources. On a l'opérateur diamant dans les classes anonymes internes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et on peut utiliser la notation @savevararg sur les méthodes d'instance privée. En termes d'API, on a un certain nombre d'évolutions. On a des fabriques maintenant pour créer des collections immuables. On a une nouvelle API Process qui nous permet d'interagir avec les processus du système de manière standard. On a une API, l'API Flow, qui va être implémentée par des frameworks, des Reactive Stream. C'est standardisé, il y a 4 interfaces. On a les Varandle qui permettent en partie de remplacer certaines fonctionnalités de l'unsafe. Et puis, on a un enrichissement des compatible features. Et en termes d'outils, on a un certain nombre de choses. Deux, moi, que j'apprécie particulièrement. La première, c'est qu'on peut faire des recherches. Alors, ce n'est pas du full text, mais on peut faire des recherches dans la Javadoc plutôt que d'avoir à parcourir la page ou de faire un CTRL-F. Et puis, un outil de type REPL qui s'appelle JShell, qui est assez intéressant pour arriver à tester du code Java rapidement sans avoir à créer une classe, une méthode main et tout ce dont on pourrait avoir besoin dans un IDE standard. Et puis quelque chose qui est important, et ça c'est vrai à chaque version de Java, on a des améliorations dans la JVM. Alors souvent quand on regarde une version de Java, on regarde le langage, on regarde les API, mais ce qui est aussi important c'est quand même la JVM, parce que c'est la JVM qui exécute le code, et à chaque version elle s'améliore. Et notamment en Java 9, on a quand même de meilleures performances, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le format de stockage interne des chaînes de caractères a été changé. On n'est plus sur un tableau de char, on est sur un tableau de bytes. Ça consomme un petit peu plus de CPU, mais ça réduit dramatiquement la taille des chaînes de caractères en mémoire. Ils en ont profité aussi pour changer la façon dont les chaînes sont concaténées. On a un nouveau garbage collector par défaut chez One, qui est celui activé par défaut, qui marche généralement dans tous les cas au moins aussi bien, voire un peu mieux. Il y a quelques rares cas où il marche un peu moins bien, mais généralement il est plutôt bien. Et puis d'autres choses, notamment ils ont réparti le code compilé dans des caches séparées et puis dans un unique cache. Et puis quelque chose qui peut impacter aussi, ils ont unifié les options qui permettent à la JVM de nous fournir des informations, de loguer des choses, et notamment au niveau du garbage collector. Avant, il y avait tout un tas d'options qu'il fallait activer, maintenant c'est complètement homogénéisé, ça c'est plutôt bien. Et puis bien sûr, on a les modules, souvent perçus comme contraignants, voire très contraignants. Forcément, un module, c'est moins de liberté. Et c'est moins de liberté par rapport à quelque chose qu'on a fait depuis plus de 20 ans, et peut-être parfois avec abus. Dans ces contraintes, par exemple, maintenant, dans un module, une classe publique, par défaut, n'est plus accessible à l'extérieur. Donc il va falloir exporter explicitement le package qui la contient pour que cette classe puisse être utilisée à l'extérieur. Forcément, si on a déjà des restrictions sur la visibilité publique, vous imaginez bien qu'au niveau de l'introspection, il y a aussi des restrictions. Donc il faudra aussi ouvrir de nouveau les modules. Quelque chose sur lequel on va revenir, on n'a plus le droit aux split packages. Les split packages, c'est le fait d'avoir un même package dans 2 jars. Ça, c'est courant à l'heure d'aujourd'hui dans le ClassPass. Au niveau des modules, on ne pourra plus faire ça. Quelque chose qui va être aussi intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir de dépendance cyclique sur les modules. S'il y a une dépendance cyclique, le compilateur ou la JVM, pas de compilation, la JVM s'arrête. D'accord ? Et puis quelque chose sur lequel les IDE devront nous aider un petit peu. Malheureusement, on va être obligé de définir les dépendances au niveau des modules et au niveau des outils de build. Donc de gérer les dépendances au niveau de chaque module et au niveau des pommes. Et là, on peut espérer, ça commence, que les IDE nous aident un petit peu à faciliter cette synchronisation. Et puis, les modules, c'est comme tout système de modules, c'est contraignant. Si vous avez déjà fait de l'OSJI, on a les mêmes problématiques, voire même encore un petit peu moins souples. Donc de toute façon, quel que soit le système de modules qui aurait été utilisé, ça a forcément des contraintes.
Mais c'est aussi des avantages. On ne peut pas s'imaginer qu'on met en place des modules juste pour nous embêter. Donc on a quand même des avantages à ce système de modules. Il y en a deux essentiels, en tout cas c'était l'objectif de Jigsaw. Le premier, c'est l'encapsulation forte. L'idée, c'est encore une fois de ne plus avoir forcément que des classes publiques accessibles à tout le monde et de renforcer l'encapsulation, ce qui va améliorer notamment la sécurité et la maintenabilité aussi des modules. Et puis quelque chose, alors qui peut trouver ses limites, mais qui est quand même intéressant, c'est qu'on va avoir une meilleure configuration, en tout cas une configuration beaucoup plus fiable. Vu qu'on a la liste des modules, des dépendances de ces modules, au démarrage, le compilateur et la JVM vont être capables de vérifier que les modules dont on a besoin sont présents. Alors bon, il y a une petite limite à l'heure d'aujourd'hui au niveau de JPMS, c'est qu'il ne gère pas les versions, donc on est sûr qu'on aura le module, mais on ne sera peut-être pas sûr que ce soit la bonne version. En tout cas, ça va réduire une partie des problèmes qu'on a actuellement au niveau du ClassPass. Mais il faut profiter aussi de ça pour remettre un petit peu d'ordre dans un certain nombre de choses, notamment le design des livrables. Plus de split package, plus de dépendance circulaire. Là, on aura un travail à faire. Ça va être aussi de faire un petit peu de ménage dans nos dépendances. Je pense que si vous regardez dans votre pomme et la liste des dépendances que vous avez, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes utilisées. Et puis aussi, et ça va être une vraie contrainte, de vérifier les API qu'on utilise, et notamment celles qui ne sont plus exposées dans le JDK. Et ça, il y en a un certain nombre. Alors souvent, on me dit, moi, je ne les utilise pas. Oui, mais la plupart des bons frameworks qu'on utilise, ils en abusent un petit peu. Donc ça sera aussi l'occasion de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On a 4 types de modules, bien sûr les modules du JDK, les plateformes modules. On a les name modules, ça c'est vraiment des jars modulaires qu'on va pouvoir mettre dans le module pass, donc qui possèdent un module info, qui définit le nom, qui va définir les dépendances, quels sont les packages qui sont exposés, quels sont ceux sur lesquels on peut faire de l'introspection. On a aussi quelque chose un petit peu particulier qui s'appelle le unnamed module. Le unnamed module, c'est un seul module qui va contenir en fait toutes les classes et les jars qui sont mises dans le ClassPass. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, le ClassPass et le module pass coexistent. Tout ce que vous mettez dans le ClassPass à l'heure d'aujourd'hui se retrouve dans un unique module qui s'appelle unnamed. Par défaut, tous ces packages sont exposés et il peut accéder à tous les autres modules, implicitement. Et puis, dernier type de module qu'on a, on a des automatiques modules. Ça, c'est des jars non modulaires, donc c'est des jars qui ne possèdent pas de module info, qu'on va mettre dans le module pass. Deux possibilités, soit le nom est forcé explicitement dans le fichier manifeste, soit la JVM va déterminer automatiquement le nom en fonction du nom du jar. Tous les packages de ces modules sont exposés, et il peut accéder aussi de nouveau à tous les autres modules. Et l'intérêt de ces automatiques modules, c'est qu'ils vont être capables de faire le pont entre des name modules et le unnamed module. On voit ça juste un peu après. Autre chose qui peut être intéressante, on a un outil qui s'appelle JLink, Java Linker, qui va nous permettre de créer des runtimes personnalisés pour une application. Donc là, le but, c'est de dire, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on a un JRE ou un JDK qu'on doit déployer. Il y a un certain nombre de choses dedans dont on n'a pas forcément besoin. Avec cet outil-là, il va prendre la liste des modules et il va nous créer un JRE personnalisé avec le strict minimum requis pour exécuter l'application. Alors, le grand intérêt, c'est qu'effectivement, ça facilite le déploiement. On n'a plus besoin de s'appuyer sur un JRE préinstallé qui soit dans la bonne version, éventuellement en rajoutant des choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le seul problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, cet outil ne fonctionne que si votre application n'utilise que des jars modulaires. Alors, pour le JDK, pas de problème. Pour notre code, ça peut se faire, mais il faut le faire aussi pour toutes les dépendances et les dépendances sensitives de ces dépendances. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, cet outil, il n'est encore pas complètement utilisable. Il va falloir attendre qu'effectivement une majorité de nos dépendances, ou toutes nos dépendances en tout cas, soient modulaires. Alors, avant de faire une migration, l'idée c'est déjà de faire un petit état des lieux pour recenser les différents points qui vont être à prendre en compte parce qu'il y a pas mal de choses à voir. L'idée déjà, dans un premier temps, ça va être de faire une cartographie des dépendances. Pour vérifier s'il existe une version modulaire ou pas, éventuellement de profiter pour faire du ménage, et enfin d'upgrader les différentes versions si elles sont déjà proposées en version modulaire. Pour ça, on a un outil depuis Java 8 qui s'appelle JDEPS, qui nous fournit un certain nombre d'informations, et ça va vraiment être l'outil sur lequel il va falloir qu'on s'appuie pour faire cette cartographie. Du coup, à partir de ça, ça va nous aider à choisir une stratégie de migration, et d'avoir aussi une meilleure visibilité sur l'ampleur de la tâche. Donc on n'a pas forcément à tout faire à la main. Alors cet outil ne fait pas tout, mais il nous décharge quand même d'un certain nombre de choses à faire manuellement, et il va être capable notamment de nous faire une cartographie assez précise des dépendances. C'est un outil qui analyse le bytecode, donc il travaille sur les jars et les points classes, pour déterminer en fait les différentes dépendances.
Il nous permet d'obtenir des dépendances, il va nous recenser aussi des split packages, donc il va déjà nous faire une partie du travail sur cette partie-là. Et il a aussi une option qui nous permet d'obtenir une liste des API du JDK qu'on utilise et qui seront encapsulés au niveau des modules de Java 9 et dont on ne pourra plus faire l'usage direct. Et l'intérêt aussi, c'est que généralement, il nous propose déjà tout de suite une solution de remplacement si elle est disponible. Attention, cet outil-là, il faut le passer sur votre application, bien sûr, mais aussi et surtout sur toutes les dépendances. Alors, ces dépendances-là vont être agrégées au niveau des packages ou des jars. Du coup, sous une forme où on va simplement nous afficher tel package dépend de tel autre package qui est dans tel module ou dans tel jar. Donc on a vraiment une cartographie assez complète. Alors on verra qu'il y a des options pour filtrer, parce que par défaut ça peut être assez verbeux. Donc on peut filtrer uniquement sur un package précis, sur un certain nombre de choses. Et puis il y a aussi différents formats de restitution qui sont proposés. Il y a de nombreuses options, je vous ai mis ici la liste des principales, notamment une option "-r" ou récursive qui permet de faire une analyse récursive des dépendances. On peut gérer le numéro de verbosité avec "-verbose" ou "-summary". Et deux choses qui sont sympas. Vous avez une option "-generate module-info" qui va vous permettre automatiquement pour un jar de créer le module info. Alors après, vous pourrez y retoucher, mais il facilite déjà une première génération de ce fichier. Et il y en a une deuxième version, generate-open-info, qui va générer un module info qui sera open, donc pour lequel le module sera déjà ouvert à l'utilisation par introspection dans les classes. Et puis, il y a un petit truc sympa, le "-dot-output, qui permet de préciser en fait un répertoire dans lequel il va générer des fichiers .dot. Et là, vous pouvez utiliser un outil comme GraphWiz pour vous donner directement une représentation graphique de l'ensemble des modules, plutôt que d'avoir des choses textuelles qui ne sont pas forcément visuellement faciles à exploiter. L'utilisation est assez simple, hein. Vous faites jdeps-classPath, vous précisez l'ensemble de votre classe path, éventuellement le module path, -récursive, vous donnez un point d'entrée, ici c'est une petite application, et il va vous fournir toutes les informations. Alors, la migration vers Java 9, on va déjà s'intéresser à migrer une bibliothèque, deux stratégies par rapport à ça. La première, celle qu'il faut peut-être probablement privilégier si possible, c'est effectivement de convertir cette bibliothèque directement en module, donc d'ajouter un fichier module info qui va fixer le nom du module, qui va déclarer les dépendances, qui va déclarer aussi tous les packages qui sont exportés. Du coup, ce fichier-là sera utilisable en tant qu'un name module dans le module path, mais on pourra toujours aussi l'utiliser dans le class path, mais du coup, il sera intégré à l'unName module. Deuxième possibilité, c'est de ne pas le convertir en module. Là, par contre, si on ne fait pas ça, il faut absolument figer son nom. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande, et d'autres d'ailleurs, notamment en utilisant une propriété qui s'appelle automatic module name dans le fichier manifeste, pour déjà préciser quel sera le nom futur du module dans le module info, une fois que votre bibliothèque sera modularisée. L'intérêt de ça, c'est que ça fige le nom pour le futur. Pourquoi? Parce que quand des modules vont y faire référence, les références au travers des modules se font au travers de leur nom. Si ce nom change, du coup, la dépendance, il ne va plus la trouver. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas complètement perdu, mais le nom va être automatiquement déterminé en fonction du nom du jar. Il y a des règles qui sont fournies, notamment ils enlèvent le numéro de version et ça donne le nom du module. Donc vraiment, ce qui est vraiment important, c'est que ce nom de module ne doit pas changer ou ne devrait pas changer. Et la solution la plus fiable pour le faire, c'est de fixer le nom en utilisant la propriété dans le fichier manifeste. Et quelque chose aussi, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, testez bien dans le class path et dans le module path. Le comportement dans l'un et dans l'autre n'est pas le même. D'accord? Donc c'est important, une fois que vous avez choisi l'une ou l'autre des stratégies, de bien tester que votre bibliothèque fonctionne toujours et dans le class path et dans le module path. Au niveau des stratégies de migration, on a différentes choses qu'on va voir. Quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, il y a probablement aussi quelque chose qu'il va falloir tenir compte, c'est ce nouveau modèle de release, qui va avoir un certain nombre d'impacts. Alors, première stratégie, c'est de se dire on ne migre pas. Alors d'aujourd'hui, il y a déjà quelques rares applications qui tournent encore en Java 5 en production. On en a un petit peu encore en 6, on en a un petit peu plus en 7, et puis on a une majorité normalement de choses qui sont en 8. Alors, il faut quand même savoir que 7, c'est 2011, et Java 6, c'est 2006. Du coup, on se dit, OK, on ne migre pas, ces applications-là, elles tournent toujours très très bien, donc on va se dire, on reste en Java 8. Le problème de ça, c'est que le support gratuit d'Oracle s'arrête au mois de janvier prochain. Et donc, forcément, plus de mise à jour, plus de correctifs, plus d'évolution dans la JVM, parce que dans les différentes versions, même si c'est des updates, on ne touche pas aux API, mais il y a des choses qui changent dans la JVM. Il
peuvent rajouter un nouveau garbage collector, ils peuvent améliorer les performances. Donc, dans une version majeure de Java, on ne touche pas aux API, mais par contre, la JVM, elle continue d'évoluer. Et puis, quelque chose qui va peut-être être plus important, plus de mise à jour de sécurité. Il y en a qui arrivent régulièrement, là, il n'y en aura plus. Et éventuellement sur la performance. Et puis, à court ou moyen terme, ça va être aussi de grosses difficultés, voire l'impossibilité d'upgrader. Tout ça parce qu'on reste en Java 8. Alors d'aujourd'hui, les gens qui sont en Java 6, je ne suis pas sûr qu'ils puissent passer en Hibernate 5, par exemple. Alors bien sûr, ce qu'on me dit aussi, oui, ça va être compliqué, on va migrer vers une autre techno. Java, c'est has-been maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Ouais, mais le problème de ça, c'est qu'il va falloir le coup de réécriture et surtout de test, surtout pour des grosses applications. Et puis peut-être aussi autre chose, c'est choisir la techno. Du PHP, du Ruby on Rails, du .NET, du JavaScript, Node.js peut-être, Smalltalk, private joke pour certains de mes collègues. Et puis oui, on peut me dire aussi, on va rester dans la JVM, donc on va faire du Scala ou du Kotlin. Ouais, mais on ne règle pas le problème des modules. On change juste le langage. Et puis quelque part, on peut quand même se demander aussi quel va être le retour sur investissement de ce changement de technologie. Il va avoir un certain coût. Et probablement que le coût de migration sera bien plus inférieur. On peut aussi avoir une autre stratégie qui dit j'attends la prochaine LTS. C'est ce qu'on a fait régulièrement jusqu'à maintenant. Alors effectivement, c'est une stratégie viable, puisque normalement, ça devrait nous laisser entre 2 et 3 ans pour migrer. Ouais, mais ça, c'est plus vrai maintenant avec le nouveau modèle de release, encore une fois, puisque la prochaine LTS, elle arrive dans 5 mois. Précisément le 25 septembre 2018. Alors Oracle nous a quand même étendu le support de Java 8 jusqu'au mois de janvier, voire 2020 pour des particuliers, mais à partir du mois de janvier, il n'y aura plus d'update gratuit. Je vous invite à aller voir la petite page concernant le end of life de Java sur le site d'Oracle. Et puis quelque chose aussi par rapport à ça, alors c'est pas encore complètement figé, mais pour l'instant c'est comme ça, il va falloir choisir entre les mises à jour gratuites et le support payant, par rapport aux 2 modèles qui nous sont offerts. Donc effectivement, ce nouveau modèle remet un petit peu en cause ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, où on avait une très longue période de mise à jour gratuite qui durait entre les 2 versions de Java qui arrivaient, et puis généralement on avait 1 an d'extension. Donc ça nous laissait entre 2 et 4 ans, plus 1 an pour arriver à migrer. Et bien là, maintenant, les périodes de mise à jour sont beaucoup plus courtes, puisqu'elles sont que de 6 mois. On n'aura plus que 6 mois pour avoir des mises à jour gratuites, en tout cas avec OpenJDK. Et puis, d'un autre côté, on a ce modèle LTS, Long Time Support, proposé par Oracle. Alors, pour l'instant, c'est un modèle commercial. Donc, effectivement, il y aura du support, avec plusieurs niveaux de support éventuellement. Mais, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas prévu que ce soit gratuit. Je vous invite à aller voir un excellent article de Simon Ritter qui nous explique qu'effectivement, il va falloir choisir entre sécurité, stabilité et gratuité. Alors bien sûr, ce qu'on peut faire aussi, c'est migrer vers les modules. Alors ça, c'est la solution cible, c'est ce qu'il faudra faire à terme, qui ne repose que sur l'utilisation des modules, évidemment. Alors bien sûr, le JDK, lui, est déjà modulaire, donc ça c'est fait. On peut migrer aussi tous nos modules, tous nos jars sous la forme de name module. Mais il va y avoir aussi un problème avec les dépendances, parce qu'il va falloir aussi que ces dépendances-là soient modulaires. Alors bien sûr, ça pour ce faire, vous trouvez plein de tutos sur Jigsaw, il suffit de rajouter un module-info, peut-être s'appuyer aussi sur les informations fournies par JDEP pour faciliter ça, et tenir compte de certaines contraintes et difficultés qu'on va voir un petit peu plus tard. Et puis ça, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est souvent compliqué, voire même impossible. Alors pas par rapport à notre code, mais par rapport aux dépendances, et surtout aux dépendances transitives qu'on utilise. Parce qu'il faudrait aussi que, idéalement, pour qu'on soit intégralement modulaire, que ces dépendances-là soient modulaires, ce qui n'est généralement pas le cas à l'heure d'aujourd'hui. Alors on peut aussi migrer sans les modules. On a vu qu'on avait toujours le ClassPass qui était toujours là, donc on peut se dire, voilà, je ne vais utiliser que le ClassPass comme on faisait avant Java 9. Alors effectivement, ça permet une exécution de notre code en Java 9, mais par contre, généralement, il va y avoir certaines adaptations à faire. Et attention, effectivement, le JRE, quoi qu'il arrive, ou le JDK est modulaire, ça, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, on va avoir quand même certaines contraintes. On va voir ça dans les difficultés. Et du coup, peut-être que la solution, c'est de faire une migration incrémentale, puisqu'on voit que le JDK est modulaire, on voit que notre application, on peut la modulariser ou pas. On voit qu'actuellement, toutes les dépendances sont rarement modulaires, mais elles le seront probablement à terme. Donc on va probablement avoir quelque chose à faire, quelque chose d'incrémental. On a donc une nécessité d'avoir une cohabitation entre les jars modulaires et non modulaires dans le ClassPass et dans le module Pass. Donc on va vraiment avoir besoin de cette coopération entre ces différents types de jars.
Donc ça sera forcément, pour la majorité d'entre nous, la stratégie à utiliser. Alors elle est facilitée effectivement par cette coexistence du ClassPass et du ModulePass. On a aussi certaines fonctionnalités qui vont faciliter cette cohabitation, notamment une option qui s'appelle tiret illégal access, qui par défaut est à permit. On a aussi des options qui vont nous permettre d'assouplir certaines règles de JPMS, et on a le multi-release jar. Alors donc on l'a vu, ClassPass et ModulePass peuvent être utilisés en simultané. Du coup, on peut mettre des jars modulaires ou non modulaires dans l'un et dans l'autre, ce qui fait en fait 4 combinaisons. Mais comme on a vu que tout ce qu'on mettait dans le ClassPass devenait un unnamed module, si je prends un jar standard ou un jar modulaire que je le mets dans le ClassPass, il se retrouve dans le name module. Si je mets un jar standard dans le module pass, il devient un automatic module. Et si je mets un jar modulaire dans le module pass, ça devient un name module. Avec des contraintes d'utilisation. Alors, avant de les regarder, on peut s'intéresser aussi à se dire, bah voilà, j'ai un jar, est-ce qu'il est modulaire ou pas? Pour ça, l'outil jar a été enrichi avec une nouvelle option, -d ou -describe -module, qui nous permet de savoir si effectivement le jar est modulaire ou pas. Donc si vous l'appliquez sur un jar modulaire, vous avez les infos, notamment quel est son nom, et vous avez certaines informations extraites du module info, notamment quelles sont ses dépendances, quels sont les packages qui sont exportés. Et puis si vous le faites sur un jar non modulaire, il va vous donner le nom automatique qui est déterminé, donc soit encore une fois à partir de l'information fournie dans le manifeste, soit à partir du nom du jar. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est les différents accès qu'il est possible de faire entre les modules, soit implicitement, soit explicitement. Donc si vous regardez à gauche, on a le JDK, et vous voyez que le JDK n'a que des relations explicites qu'avec ses propres modules. Elle ne peut pas avoir d'accès aux autres modules. On a les name modules. Les name modules, forcément, ils font référence au travers du module info de manière explicite aux autres modules. Remarquez au passage qu'il peut aussi faire des accès explicites sur l'automatic module. Et c'est là où c'est très important que le nom de l'automatic module ne change pas, puisque cet accès se fait au travers du nom. Au niveau des automatic modules et de l'unname, eux, ils ont accès à tous les modules, et ça de manière implicite. Donc ça, c'est sympa. Il n'y a rien à faire, ça se fait automatiquement. Et ce schéma-là, il est assez important parce que vous allez voir que quand vous allez migrer au fur et à mesure votre application, vous allez tomber sur certaines contraintes, et ce schéma-là synthétise un petit peu les différents accès qui doivent être faits soit de manière implicite, soit de manière explicite dans le module -info. On a cette option --illegal access qui va autoriser ou non, en fonction de sa valeur qui sera précisée, les accès par introspection, mais uniquement par le unnamed module. Là, l'idée, c'est de dire que tout ce qui est dans le unnamed module va avoir, pour un certain temps, la possibilité de faire des accès dits illégaux, donc de faire de l'introspection sur des modules qui ne le permettent pas. La valeur par défaut, à l'heure d'aujourd'hui, c'est à permit, donc elle autorise tous les accès. Alors bien sûr, ça fait perdre une partie du bénéfice de JPMS, parce que d'un côté, je vous ai expliqué qu'on rajoutait un petit peu de sécurité au travers de l'encapsulation, et puis là, avec cette option-là, finalement, on la bypass. Mais c'est quand même important pour arriver, à l'heure d'aujourd'hui, à faire exécuter des applications en Java 9, même dans le ClassPass. Alors c'est une solution temporaire qui va changer dans le futur. La valeur à terme de cette option --illegal access devra être deny. Et là, tous les accès seront interdits. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ça vous affiche un warning. Je vous encourage assez vivement à ne pas l'ignorer, ce warning, parce que tôt ou tard, quand ça va basculer à deny, ça ne marchera plus du tout. Donc il ne faut pas ignorer ces warnings. Souvent les warnings, bon, c'est un warning, hein, c'est pas grave. Alors dans les différentes valeurs possibles, on a effectivement warning, où là on va avoir un warning à chaque accès. Avec permit, vous l'avez qu'au premier accès. Donc la première fois où il va y avoir cet accès qui va être fait, vous allez avoir un warning, après vous n'avez plus. Avec warning, chacun des accès est détaillé dans les logs. Vous pouvez le mettre aussi à debug, ça peut être intéressant, c'est comme warning, mais avec en plus une stack trace, pour savoir quel est le code qui fait vraiment cet accès. Et puis la cible, ça serait data deny, où là tous les accès sont interdits. Et par interdit, c'est une exception qui est levée par la JVM. Alors elle peut être intéressante, cette option-là, même à l'heure d'aujourd'hui, pour voir que dans le futur, votre application tournera toujours correctement. Alors on a un certain nombre d'options pour assouplir JPMS, il y en a 5, parce que JPMS est très strict,
Et c'est pareil, pour un certain nombre de raisons, on a besoin d'assouplir parfois ces règles-là. Donc on a 5 options qui sont utilisables au niveau de la JVM et du compilateur. La première, c'est -add-module, qui nous permet en fait d'ajouter un module dans le graphe. Donc j'ai besoin d'ajouter un module pour lequel il n'y a pas une dépendance explicite définie au niveau des modules info. On a add-reads, qui va permettre à un module d'accéder à un autre, encore une fois de manière complètement dynamique. On a add-export qui permet d'ajouter l'export d'un package dans un module. On a add-open qui autorise l'introspection sur un package alors que ce n'est pas prévu explicitement dans le module -info. Et on a patch-module qui permet d'ajouter des classes dans un module. Ces options-là ne modifient pas le module -info, mais viennent enrichir les règles d'accès au graphe de module. Attention, n'en abusez pas. Beaucoup de choses peuvent se régler avec ces options, ce n'est pas le but. Parfois, par contre, on a vraiment besoin de ces options-là pour faire certaines choses, mais n'abusez pas de leur utilisation. Essayez plutôt de le régler au travers du module info, si possible. On a aussi en Java 9 le multi-release jar, le MR jar. L'idée, c'est d'étendre le format jar pour être capable d'inclure des versions spécifiques d'une classe pour différentes versions de Java dans un même fichier jar. Comment ça se passe? On a un fichier jar qui va contenir pour la version de base à la racine comme on le trouve habituellement, et on va retrouver dans un sous-répertoire metainf-version le numéro de version de Java un point classe correspondant. Et ce que va faire la JVM, si elle supporte les MR jars, c'est qu'elle va rechercher en fonction de la version courante et elle va remonter jusqu'à trouver la version de la classe qui peut être utilisée. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ou moins bien supporté par les outils. Une problématique aussi, on ne peut pas enlever de classe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va rechercher et il en trouvera une. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire non, cette classe-là, tu ne l'utilises plus. Attention, si vous le faites, il faut absolument préciser la valeur true à l'option multi-release dans le fichier manifeste. Attention aussi, ce n'est supporté qu'à partir de Java 9. Java 8 n'ira pas chercher de version dans le sous-répertoire metainf. Autre outil qui est introduit en Java 9, JDPR Scan, qui fait une analyse statique des points classes pour retrouver la liste des API deprecated qui sont utilisées. Les API deprecated, on en a depuis longtemps, même dans le JDK, il y a des API qui sont deprecated depuis Java 1.1 et elles fonctionnent toujours. Et bien là, il va falloir s'habituer à ce que maintenant, ils retirent des choses dans le JDK. Alors ça, on n'y est pas du tout habitué, mais ça va arriver. Et ça commence déjà là avec Java 11. Vous allez voir qu'ils enlèvent des choses. Alors bien sûr, ils ne vont pas l'enlever sans nous prévenir. Ils vont nous indiquer avec l'attribut forRemovalTrue au niveau de la notation addDeprecated sur une classe ou sur une méthode. Et ce qu'on est quasiment certain, c'est qu'à la version suivante, donc 6 mois après, ça va vite maintenant, elle sera retirée. Ça s'utilise assez facilement, ça donne une liste en fait de toutes les classes et, qui sont deprecated et là où elles sont utilisées. Alors effectivement, encore une fois, il va vraiment falloir, c'est aussi un changement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne s'inquiétait pas trop sur les API deprecated, elles fonctionnaient toutes. Là maintenant, si elles sont enlevées, ça ne compilera déjà plus. Alors, au niveau des difficultés, il y en a un certain nombre. On a quelques petites incompatibilités. L'identifiant underscore n'est plus valide, c'est un mot-clé réservé. Si vous avez suivi la presse de Rémi et de José hier, ils vont nous expliquer pourquoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez des identifiants qui s'appellent uniquement underscore, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, si vous l'avez fait, ça ne compilera plus. On a aussi, là, ce n'est pas forcément au niveau du langage, mais au niveau de l'outillage, forcément un certain nombre de choses qui changent à cause des modules. On n'a plus de fichier rt.jar et les mécanismes endorse et d'extension sont retirés puisque maintenant on peut les gérer plus facilement et de meilleure manière avec les modules. On a aussi un alignement des structures des répertoires du JDK et du JRE. Donc on a toujours un JDK et un JRE, mais maintenant ils ont exactement la même structure de répertoire. Donc c'est pareil, si vous avez des outils maison un petit peu dédiés qui se reposent dessus, il y aura des choses à changer. Au niveau des API internes, et c'est là où généralement ça va poser des problèmes, la plupart des API internes, pas toutes encore, mais ça sera le cas à terme, sont maintenant encapsulées. Donc en fait, c'est toujours des classes publiques qui sont dans des modules, mais les packages de ces classes-là ne sont pas exposés. Donc n'étant pas exposés, on n'y a plus accès. En tout cas, au travers d'un module. Alors pourquoi? Parce que c'est essentiellement des API non standards ou non supportées qu'on n'aurait jamais dû utiliser. Mais comme malheureusement, elles ont quand même une certaine utilité, et surtout comme elles sont publiques, on l'avait dans le class pass, on faisait contrôle espace, notre IDE favori nous le proposait, on pouvait donc l'utiliser. Alors certaines sont remplacées,
Vous avez notamment tout ce qui est encodage en base 64 à partir de Java 8 qui a été proposé. Certaines sont encore accessibles en attendant leur remplacement, et c'est notamment le cas de la classe unsafe. À l'heure d'aujourd'hui, elle est encore là, mais à terme, elle devrait disparaître. Alors actuellement, il y a déjà certaines choses qui peuvent être remplacées par des varandles, mais comme tout ne peut pas être encore remplacé, elle est encore présente, mais à terme, unsafe disparaîtra. Pour arriver à faciliter un petit peu la recherche de ces API-là, parce que quand on commence à avoir des centaines de milliers de classes, c'est un petit peu compliqué, on a l'outil JDEPS qu'on peut utiliser avec l'option -JDK internals, qui peut nous faciliter le travail, parce qu'il va faire ce travail de recherche pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, s'il y a une solution de remplacement, il nous la propose déjà directement. Donc on n'a pas à googler ou à Stack Overflowifier. Et puis, si vous voulez vraiment être sûr que vous avez bien fait le job correctement, vous pouvez de nouveau forcer à deny l'illegal-access, parce que là, du coup, une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait tout ce remplacement, normalement, vous ne devriez plus avoir de warning. Au niveau des dépendances cycliques, elles sont interdites au niveau des modules. D'accord. Alors, c'est assez courant à l'heure d'aujourd'hui d'avoir des jars avec des dépendances cycliques. C'est pas une bonne pratique, ça marche plus ou moins bien dans le ClassPass. Enfin, généralement, ça marche, mais peut-être un peu avec de la chance. Et bien là, c'est avec les modules, on ne peut plus. Un module A ne peut pas dépendre d'un module B, et ce module B ne peut pas dépendre du module A. Là, ça ne marche pas. Ni à la compilation, ni à l'exécution, d'ailleurs. Donc là, il faudra forcément faire des choses, probablement remettre un petit peu à plat le graphe de dépendance, pour arriver à éliminer toutes ces dépendances cycliques. Autre chose aussi qui nécessitera probablement aussi des interventions, on a cette notion de split package qui est maintenant interdite dans les modules. Alors, un split package, c'est un package qui est présent dans 2 jars. Ça, c'est très courant à l'heure d'aujourd'hui dans le ClassPass. Et demain, dans les modules, c'est interdit. Au démarrage, si jamais la JVM détecte ce genre de choses, ou le compilateur, pouf, ça s'arrête. Alors effectivement, du coup, il va falloir corriger ça, alors peut-être en introduisant d'autres modules ou en réorganisant la façon dont les packages sont structurés, mais en tout cas, il faudra faire quelque chose. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est essentiellement pour assurer la fiabilité de la configuration. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un bout d'un package qui est exposé, j'ai un bout d'un package qui ne l'est pas, si dans un module, je permets l'introspection, si dans l'autre, je ne le permets pas, enfin, ça serait très compliqué. Alors, ça s'applique au module, mais pas à l'unnamed module à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, essentiellement pour des raisons de compatibilité. S'ils avaient fait ça à l'heure d'aujourd'hui, comme on a beaucoup de split packages dans le ClassPass actuellement, ça ne fonctionnerait pas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça s'applique sur tous les modules, et qu'il y ait des classes ou pas d'ailleurs, et que ce module soit que ce package soit exposé ou pas. D'accord, donc c'est pas simplement j'expose le module. Du moment où il y a 2 packages qui sont présents dans des modules, ça ne fonctionnera plus. On a un nouveau format de version. Alors, parfois, on trouve du code où je récupère le numéro de version. Alors, comme on n'avait pas de version de choses standard pour le faire, on trouve des choses un petit peu différentes. Et on trouve, si je suis en Java 7, je fais ça. Si je suis en Java 6, je fais ça. Donc, ça rend la migration un petit peu compliquée parce que du coup, on n'a pas de choses standard à rechercher pour arriver à faire ça. Donc là, il faut faire une analyse du code pour trouver où on fait ces choses. Et puis en plus, le format de version de Java, il change. On n'a plus du 1 point quelque chose. Maintenant, on est passé à 9, 10, 11. Donc, on n'a plus de 1 point quelque chose. Donc, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué. On n'a pas d'outils qui vont nous permettre de faciliter cette recherche. Il faudra la faire manuellement. Et puis, en plus, il rechange de nouveau légèrement. Ça reste compatible, mais il rechange de nouveau un petit peu le format de version en Java 10. Par rapport à ça, 2 solutions. Si vous tenez vraiment maintenant à récupérer le numéro de version, vous pouvez utiliser une API standard depuis Java 9, l'API runtime.version. Et puis, une autre possibilité aussi, c'est d'utiliser le MRJAR. C'est une des raisons du MRJAR, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir différentes versions d'un point classe pour différentes versions de Java dans un même jar. Et là, c'est la JVM qui va se charger de charger la bonne classe et de l'utiliser. Au niveau des modules Java EE, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont plus résolus par défaut. Donc ça concerne un certain nombre de choses qu'on utilise plus ou moins. Bon, Corba, personne ne va le regretter, mais par exemple, JAXB et JAXWS ne sont plus chargés par défaut. Du coup, plusieurs possibilités. Utiliser le add-module, parce qu'ils sont quand même présents, ou de préférence utiliser une dépendance externe. Pourquoi? Parce qu'en Java 11, ils sont retirés. Alors bien sûr, ces dépendances externes, il faut aller les chercher. À l'heure d'aujourd'hui, certaines sont modulaires, d'autres, pour l'instant, il y a juste l'automatic module. Et puis si jamais vous faites du Corba, bonne chance. Bon, plus personne n'en fait.
Qui en a fait? Ok. Voilà, désolé. Bon, pour les dépendances optionnelles, parce que ça arrive, on a différentes possibilités. Soit effectivement les mettre en statique au niveau du module info et d'utiliser le chargement de la classe par introspection et de gérer l'erreur. Soit probablement que la solution la plus proche, c'est de passer par une fonctionnalité de JPMS qui sont les services et qui reposent sur les services loaders de Java 6. Donc là, pour le coup, ils n'ont rien inventé, ils s'appuient sur une solution existante. Au niveau de Java 10, Java 10 repose sur Java 9, donc souvent on me dit non, je vais pas passer à Java 9, je vais passer à Java 10. Bah oui, mais il faudra quand même passer par tout ce qu'on vient de voir. Et puis bien sûr, comme maintenant on est sur ce nouveau modèle de release, au bout de 6 mois de travail, ça peut être une petite release. Donc on a 12 JEP, dont une essentiellement vraiment intéressante pour les développeurs. Et puis on a aussi quelques corrections et évolutions dans les API. Donc là, la grande feature pour les développeurs de Java 10, c'est l'inférence de type des variables locales. Donc depuis Java 7, on a de plus en plus d'inférences de type. On a eu l'opérateur diamant, on a eu l'inférence de type pour les paramètres des lambda. Et au niveau de Java 10, l'utilité qui est faite de cette inférence de type, ça va être pour faciliter la déclaration de variables locales. Donc pour faire ça, on a une instruction var, et var n'est pas un mot-clé. Donc on peut faire des choses comme ça. On peut faire var i égale 2. Alors vous allez me dire, c'est pas super intéressant parce que finalement, qu'on écrive var ou int, c'est vrai. Mais par contre, si vous avez des types un petit peu plus compliqués ou si vous avez quelque chose qui revient d'un stream et où vous fermez 7 chevrons, vous savez, là, ça peut peut-être être intéressant de juste mettre var. Comme var n'est pas un mot-clé, on peut faire var égale bonjour. Il n'y a pas de problème. Alors attention, on ne voit plus le type, mais le type est toujours là dans le bytecode. On n'a pas encore fait c'est pas encore du JavaScript. Quelque chose qui est intéressant, c'est que maintenant avec var, on peut récupérer vraiment le type d'une classe anonyme interne. Ça, ça peut être utile parfois. Bien sûr, on peut utiliser var dans les boucles et dans les try with resources, puisque de toute façon, on est sur du code local. Vous avez plusieurs situations qui sont illicites, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser. Il y en a un certain nombre. On ne peut pas ne pas affecter de valeur, ni nulle, parce que du coup, le compilateur ne sait pas déterminer le type. On ne peut pas déclarer plusieurs variables non plus. Là, il faut explicitement refaire var a égale 1, point virgule var b égale 2. On ne peut pas non plus initialiser des tableaux sans repréciser le type. Et de la même manière, vous ne pouvez pas utiliser var avec des expressions lambda ou des références de méthode sans refournir explicitement le type de l'interface fonctionnelle correspondante. Et puis évidemment, si je déclare une variable var, et je l'initie avec 10, donc qui sera de type int, je ne peux pas lui affecter quelques lignes plus tard une chaîne de caractères. Si vous voulez faire ça, il faut aller faire du JavaScript. Il y a quand même un cas d'incompatibilité qui devrait ne pas exister si vous respectez les conventions de nommage, c'est que si vous avez une classe qui s'appelle var avec un v minuscule, elle ne se compilera plus en Java 10. Mais normalement, si vous respectez toutes les conventions de nommage, ça ne devrait pas arriver. Il y a de grands débats à l'heure d'aujourd'hui sur l'utilisation de var. Moi, je vous recommande de l'utiliser avec discernement. Ça peut rendre le code plus ou moins lisible, surtout quand on n'a pas d'IDE. Quand on a l'IDE, on passe dessus, c'est super simple. Du coup, il y a une vraie importance plus accrue sur le nom des variables. C'est important quand on utilise var d'avoir des noms de variables qui soient plus explicites. Et puis quelque part, et ça c'est peut-être un petit peu plus chagrinant, l'abstraction est limitée. Pourquoi? Parce que l'inférence de type ne va pas se faire sur le supertype ou sur une interface. Donc typiquement, si on fait ce genre de choses, si je fais varList égale new ArrayList, le type inféré, c'est ArrayList. Généralement, une bonne pratique, c'est plutôt de dire on va plutôt utiliser le type de l'interface, donc plutôt l'interface list. Ce qui fait que, du coup, si jamais on fait ça, si vous voulez vraiment faire ça, il faut de nouveau explicitement redéclarer le type avec l'interface. Var ne va pas le faire pour vous. Var, il prend vraiment le type qui est fourni soit par la valeur, soit par le retour de la méthode. On a un certain nombre d'API qui sont mises à jour, notamment dans Optional. On a une nouvelle méthode qui s'appelle or-else-row, qui est une alternative à get. Get n'est pas deprecated. On a la méthode copyof qui est ajoutée dans les interfaces list set et map pour rendre des copies immuables des collections. Et au niveau de l'API collectors, on a 4 nouvelles fabriques pour retourner des collections immuables. Un truc sympa aussi au niveau de Java 10, on a un bien meilleur support de Docker. Il y a un certain nombre de correctifs qui ont été apportés.
Notamment, on a une nouvelle option Use Containers Support qui est activée par défaut sous Linux, qui va permettre à la JVM de détecter un certain nombre d'informations, et notamment l'utilisation de la JVM dans un conteneur, et du coup d'extraire des informations au niveau de ces groupes, et puis au niveau du système hôte, ce qui va améliorer certaines métriques par défaut, notamment en termes de mémoire et de CPU. On a certaines options qui avaient été fournies, qui sont maintenant deprecated dans Java 10, et qui sont remplacées par d'autres pour améliorer en fait. Avant, il fallait donner le pourcentage de RAM sous forme de fraction. Là, maintenant, on peut le faire en pourcentage. C'est plus souple. En termes de fonctionnalités retirées, on a Java Hash qui est remplacé par l'option "-h" de Java C. L'outil Policy Tools qui est retiré. Certaines options de la JVM, notamment parce qu'Oracle ne supporte plus la JVM 32 bits. Donc de toute façon, D32 et 64 étaient déjà deprecated. Et puis on en a quelques autres. En conclusion, Java évolue et nous devons, ou en tout cas nous devrons, suivre. C'est impératif. Alors après, en fonction de la stratégie que vous utilisez, ça pourrait être plus ou moins long. La migration vers JPMS et les modules, elle sera obligatoire tôt ou tard. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans un futur plus ou moins proche, il faudra le faire. Elle va être longue et délicate, et en tout cas beaucoup plus longue et beaucoup plus délicate que sur les précédentes migrations de Java, où c'était assez simple. On a vu qu'elle peut faire avec ces différentes stratégies, et ça, moi, je pense que c'est important. Alors d'aujourd'hui, vous pouvez anticiper des choses. Vous pouvez déjà rechercher les API non standards que vous utilisez. Vous pouvez déjà supprimer les state packages. Vous pouvez déjà vous traiter un certain nombre de difficultés tout en restant à l'heure d'aujourd'hui en Java 8. Et ça va vous faciliter, ou en tout cas réduire le temps de migration. Oracle a fait un gros effort de documentation. Je vous ai mis l'URL. Il y a tout un guide de migration sur Java 9. Et puis, téléchargez Java 10.01. Depuis hier, elle est sortie. Il y a déjà un patch sur Java 10. Et essayez. Merci.